Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 94e Sitrep sur la série en compagnie d'Aïssar Midani. Bonjour Aïssar. Bonjour Raphaël, bonjour chers internautes, bonjour à toutes les personnes qui nous suivent. Et nous allons bienvenue pour ce 94e site. Oui, alors on va commencer tout de suite par évoquer, donc on va parler bien sûr de la Syrie et puis de toute la sous-région. On va parler en premier de la visite de Netanyahou en Arabie Saoudite qui a eu lieu le 23 novembre dernier. Donc il est allé rencontrer MBS, Mohamed Ben Salman, et il y avait également la présence de Mike Pompeo et d'un responsable du Mossad. Oui, en effet, donc dans cette période, il y a une course effrénée. On voit de la part de Pompeo et d'Israël pour ils mettent les bouchées doubles avant la fin du règne de Trump qui doit se terminer le 20 janvier. On voit qu'il y a quand même une précipitation des événements. Pompeo qui est allé d'abord visiter Netanyahou à Jérusalem. Il y a par la suite, il est allé visiter le Golan, et ça c'est aussi complètement contraire à toutes les normes et toutes les législations ou à la légalité internationale, puisque le Golan est une terre syrienne et restera syrienne malgré les affirmations de Trump en fait que le Golan doit être annexé. Jérusalem aussi qui doit être annexée, soi-disant, elle reste aussi palestinienne, et ceci a été affirmé et réaffirmé à plusieurs reprises par l'ONU. Là, il met les bouchées doubles. On a vu quand même que Trump a fait des pressions monstres sur l'Union des Émirats arabes, sur les Émirats arabes unis, sur Bahreïn pour conclure des accords avec Israël, et non seulement des accords de reconnaissance de l'État israélien, mais surtout aussi de coopération, de collaboration sur tous les plans, sur le plan culturel, stratégique, du renseignement militaire, etc. Ce qui a été étonnamment rapidement et étonnamment vite. Et on parle même de noces israéliens qui auraient été célébrées à Bahreïn même, à Al-Manama. En fait, en plus, on a vu que très vite, Bahreïn et les Émirats arabes unis ont autorisé les visites et les visites des Israéliens. Ils n'ont pas besoin de visa, et en même temps, ils ont interdit le visa à 13 pays arabes, aux ressortissants de 13 pays arabes, notamment la Syrie, le Liban, la Libye, tous les pays du Maghreb, en fait, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, et en fait tous les pays qui sont contre la normalisation des rapports. Bien sûr, le Yémen a été interdit aussi, et l'Irak. Donc, c'est en fait tous les pays qui sont contre la connaissance de l'État d'Israël, et contre ce mouvement de normalisation des rapports avec Israël, ou même d'intégration, je dirais, d'Israël dans la région, puisque c'est ainsi, en fait. Et on pense que c'est en fait une israélisation de l'ensemble de la région. Donc, dans ce cadre-là, il y a eu effectivement aussi une rencontre qui était censée être clandestine et cachée, en cachette, entre Mohammed Ben Salman et Netanyahou. Mais Netanyahou a ouvert son téléphone en fait pendant tout ce trajet pour montrer que bien il est parti effectivement d'Eilat, et il a pris l'avion qui a traversé en fait pratiquement une bonne partie de l'Arabie Saoudite. Il a atterri à Neom, à Jeddah, et il a rencontré à Neom, qui est une ville à côté de Jeddah,
Mohammed bin Salman, qui est l'héritier, en principe, l'héritier du trône de l'Arabie Saoudite. Et qui est déjà l'homme fort, et qui est déjà l'homme fort, hein, on peut dire. On peut dire que c'est déjà lui qui dirige l'Arabie Saoudite, même s'il n'est pour l'instant qu'il n'a que le titre de prince héritier. Tout à fait. Alors, je peux dire aussi, juste à ce moment, il y a eu un missile yéménite qui est tombé, et un missile qui est tombé sur le complexe pétrolier Aramco, qui est à Jeddah. Qui est un complexe important, puisque c'est lui qui fait la répartition des produits pétroliers. Ça a été revendiqué très vite par les Yéménites, qui disent, et ils ont fait une déclaration qui disent effectivement ce missile était prévu pour tomber sur Eilat, en fait. Et là, étant donné que les rencontres avec l'ennemi qui se font entre l'Arabie Saoudite et les Israéliens, bon, donc elles tombent sur Jeddah. Nous sommons le pouvoir, en fait, le pouvoir de l'Arabie Saoudite d'arrêter ces massacres, hein, contre notre peuple au Yémen, arrêter cette guerre, parce que la dernière semaine, il y avait plus de 200 bombardements en une semaine qui ont été effectués contre le peuple yéménite. Et si vous n'arrêtez pas, nous continuerons, et nous continuerons pas seulement au sein de l'Arabie Saoudite, mais nous continuerons même au-delà, donc au nord d'Eilat, qui veut dire, en fait, c'est une aussi menace pour les Israéliens que leurs missiles peuvent atteindre effectivement Tel Aviv et même plus haut dans la Palestine occupée. Donc, en fait, c'est un événement qui est très, très important, qui, d'une part, montre en fait que le front de la résistance est là. Il est là et il est au courant en plus de ces visites et de ces tractations, et qu'il n'est pas du tout prêt à laisser faire, et il est prêt à s'y opposer avec les moyens qu'il peut et tous les moyens qu'il peut faire. Donc voilà, ça c'est un événement. Alors il faut dire que dans cette rencontre qui s'est présentée, alors Netanyahou y est allé avec le directeur du Mossad, le responsable du Mossad, sous l'égide de Pompeo, qui était là, qui a tout préparé pratiquement, qui a tout pressurisé pour y être et pour que ça se fasse très vite. Donc ont été conclus un certain nombre d'accords, notamment l'ouverture du ciel saoudien pour des vols systématiques, en fait, journaliers, qui traversent le ciel de l'Arabie Saoudite et qui vont dans les pays Bahreïn et Émirats Arabes Unis, qui ont déjà conclu des accords de ce type avec Israël, et qui ont aussi donc ouvert non seulement leurs aires, mais aussi ils ont ouvert leur pays à tous les Israéliens sans aucun visa. Donc il n'y a plus de visa. Excuse-moi de te couper. Tu as parlé d'ouverture à des nouvelles lignes aériennes entre quel pays et quel pays, pour être précis? Pardon, j'ai pas bien compris. Entre Tel Aviv, donc entre Tel Aviv et Bahreïn et les Émirats Arabes Unis, et la possibilité de passer par-dessus l'Arabie Saoudite. D'accord. En fait, dans le ciel d'Arabie Saoudite sans aucun problème. Ok. Voilà. Mais c'est des vols quotidiens. Donc voilà. Ok. C'est noté. Alors tu m'avais signalé également un pardon. Voilà. On peut. En fait, moi je voulais dire, en fait, quelques jours après, pendant ce temps-là aussi, Israël attaquait la Syrie encore avec des missiles qui sont lancés par le Golan occupé.
à côté de Damas. Il y a eu deux bombardements, enfin 2 missiles, qui visaient l'aéroport de Damas et la montagne El-Maner qui est à côté de Damas. En fait, il y a eu des dégâts matériels, fort heureusement pas de morts et de blessés, mais bon, ça a été quand même à côté de Damas et il visait des points importants. D'accord. Il y a également un missile gazaoui qui a été tiré sur une colonie après la visite. C'était quelques jours après ou c'était le lendemain? Pardon? Le missile gazaoui qui a été tiré sur une colonie israélienne. Alors oui, le même moment, en fait, les Yéménites ont protesté par envoi d'un missile, et puis les Hamas de Gaza, en fait, Hamas et le Djihad islami, ils ont aussi envoyé des missiles sur la colonie Asqalan, qui est dans le sud de Gaza, en fait. Et là, ils ont effectivement, il y a eu donc un missile palestinien qui a passé à travers le dôme d'acier, donc, et qui est tombé sur ces colonies, ce qui a provoqué un grand mouvement aussi de peur. Et suite à ça, effectivement, les Israéliens ont répondu par des missiles contre Gaza, prétextant que c'était le lieu où ils ont envoyé leurs missiles, en fait, que c'était le lieu de fabrication des missiles du Hamas et puis de Djihad islami. En fait, bon, là aussi, il y a eu, je ne sais pas, je ne crois pas qu'il y ait eu des morts et des blessés, mais c'est toujours des dégâts matériels qui sont importants. Et puis, bon, il faut recommencer. Voilà. Donc, il y a toujours une escalade israélienne, hein, c'est dans le contexte global, il y a toujours une escalade israélienne contre la population palestinienne, y compris dans les prisons. Effectivement, alors l'escalade israélienne, elle est un peu tout azimut contre tous les pays de l'axe de la résistance. D'abord, ils s'attaquent aux Palestiniens isolés qui sont en prison et qui sont les civils des villes palestiniennes, donc Ramallah, Tulkarem, Jenin, les villes de Gaza, et puis surtout dans les prisons. Donc c'est une escalade un comportement de plus en plus agressif, des rafles qui sont de plus en plus fréquentes la nuit et les jours, des destructions de maisons, il faut dire aussi, qui sont de plus en plus fréquentes, hein, des gens qui maintenant par le froid qui arrive se retrouvent sans rien sur les débris de leur propre maison. Ce que tu m'avais signalé à un autre site rep en plus, c'est qu'ils doivent financer la destruction de leur propre maison. Exactement, c'est absolument odieux et horrible. Odieux. Bon, donc là aussi, et puis suite au fait que Maher al-Ahras a gagné son combat il a gagné son combat de la grève de la faim, et puis pour être libéré administrativement, et en fait là il est retourné dans sa famille. Pour empêcher cela, en fait, ils commencent aussi, ils font beaucoup de répression contre les prisonniers en prison, en fait, dans les prisons, à une maltraitance, une négligence médicale terrible, surtout dans cette phase du corona. Mais il est important de signaler que il y a de plus en plus de manifestations contre Netanyahou aussi en Palestine occupée, et non seulement des manifestations pas du tout pour demander un traitement plus correct vis-à-vis des Palestiniens,
mais plutôt pour exiger que Netanyahou se retire et qu'il soit arrêté, parce qu'il y a de plus en plus en fait, toutes les accusations de corruption et les dossiers de corruption qui sont entassés contre lui. Donc, ils ne veulent pas que ce soit lui qui prenne qui soit le responsable ou le Premier ministre, encore une fois. Donc, il y a une menace d'élection prochaine. Ouais, de nouvelles élections avant terme, quoi. Donc, voilà. Mais en même temps, on voit qu'Israël a réagi par des attentats et des assassinats, comme ils font d'habitude. Justement, j'allais en parler. Le 27 novembre, il y a eu l'assassinat du scientifique nucléaire iranien Mohsen Fakhrizadeh. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu brièvement? Alors justement, Mohsen Fakhrizadeh a été assassiné par une voiture piégée qui était à côté, qui a explosé à côté de sa voiture alors qu'il passait à un endroit, et en même temps des tirs d'armes à feu par une voiture qui passait, qui le visait. Donc en fait là, c'était deux agressions simultanées ou agressions simultanées de deux côtés pour être sûr qu'il allait être touché. Et en fait, très vite, il a succombé à ses blessures. Et bon, voilà. Et bon, la main du Mossad israélien était clairement là. Oui, c'est-à-dire qu'Aïssar, en fait, Israël a ça de particulier que c'est peut-être la seule organisation terroriste au monde qui n'a pas besoin de revendiquer ses attentats. Oui, si parce qu'on voit comment ils agissent d'un côté. On connaît leur cible. Côté, absolument. Et de notre côté, bon, il y a deux des quatre malfaiteurs et des 4 assassins qui ont été arrêtés et qui se sont avérés israéliens, réellement, en fait. Et donc, bon, bien sûr, ils ont profité peut-être de la collaboration avec les Moudjahidines du peuple. Avec les Moudjahidines du peuple d'un côté, et peut-être des services de renseignement de Bahreïn et des Émirats arabes unis qui montraient du zèle maintenant qu'il y a des accords de collaboration. Mais il était clair que et puis bon, c'est clair que c'est Israël qui l'a fait. Un autre point, alors pour moi, c'est quelqu'un d'aussi important et c'est un crime odieux et aussi vil que celui de l'assassinat du général Qasem Soleimani et Abu Mahdi el-Mohandes, qui étaient les architectes, je dirais, militaires du front de la résistance. Lui, il est à la fois l'architecte du nucléaire, du programme nucléaire iranien, qui est un programme humanitaire, il faut-il le rappeler, qui n'a rien de militaire, mais est aussi architecte aussi de l'ensemble des missiles, des unités, je dirais, ou des programmes de fabrication des défenses iraniennes par missiles, les missiles à précision, des missiles de précision, qui embêtent très très violemment les Israéliens, et qui ont été donc il a aussi pu former les scientifiques palestiniens et palestiniens, yéménites, syriens, libanais, etc., pour pouvoir fabriquer eux-mêmes leurs propres missiles. Et les Israéliens ont peur et redoutent ces missiles, et ils pensent que en supprimant une grande personnalité scientifique comme Mohsen Fakhrizadeh, ils vont arrêter toutes ces choses, mais rien n'arrêtera
ces programmes. D'ailleurs, tout de suite dans la, dans la déclaration de Samahat al-Cheikh Khamenei, Al-Khamenei, Sayyid Khamenei, qui dit: nous avons deux objectifs. D'abord, continuer notre programme de progression militaire, nucléaire et de notre défense, et aussi venger. Le deuxième, c'est venger comme il se doit le professeur et grand scientifique Mohsen Fakhrizadeh. Donc, il est important de le faire. Alors, on peut préciser... ça montre juste non seulement l'importance, mais aussi l'impact de ces personnalités. Mais je voudrais dire aussi que ça n'arrêtera pas du tout le travail, puisque dans ce sens, ces personnalités forment des disciples, si on peut dire, et aussi bien sur le plan scientifique que sur le plan militaire, qui continuent le combat, et les programmes continuent comme ils étaient prévus. Bien sûr, c'est à une grande perte, hein, mais ça n'arrêtera pas l'histoire. À ce titre, oui, excuse-moi. On peut préciser qu'il était quand même dans l'œil il était dans le viseur du Mossad, enfin des Israéliens, depuis une vingtaine d'années environ. On sait pas. Il a pu faire l'essentiel déjà de sa carrière, en vrai. Tout à fait, oui. D'un autre côté, il est important de voir que l'ennemi israélien et les Américains pensent toujours que de toute façon, les choses tiennent à un homme ou à une personne. Mais en fait, ce sont nous, l'axe de la résistance dans sa globalité travaille avec des institutions. Ça a été aussi un petit peu la volonté peut-être qui transparaissait derrière l'assassinat de l'ensemble de la cellule de crise, par exemple, en Syrie en juillet 2012, alors qu'ils visaient en fait une décapitation peut-être de l'armée syrienne, et en fait non, les choses ont continué, et puis l'armée syrienne, ces personnalités ont été remplacées très vite dans la journée, alors que il y avait vraiment des personnages très très importants, des personnalités très importantes, comme Asif Chaukat, comme Turkmani, Hassan Turkmani, comme des personnalités qui étaient vraiment à la tête de la pyramide, si on peut dire, de l'armée et du renseignement syrien. Mais en fait, il n'en a rien été. Nous avons continué, nous continuons à nous battre, hein, et ils ont été remplacés. Et ce sont les institutions, c'est le travail par institution et qui fait école, en fait, qui fait qu'on continue à se battre, hein, malgré la disparition de certaines personnalités importantes. D'accord. On va passer maintenant aux élections américaines, puisque le match Trump-Biden n'est toujours pas terminé, pas tout à fait en tout cas. Ouais. Même si la presse américaine a depuis longtemps déclaré Biden vainqueur. Alors, oui, en fait, c'est effectivement un point qui est tout à fait lié à cet assassinat. On peut penser aussi que l'assassinat de ce grand professeur était lié au fait à une volonté de piéger l'Iran et provoquer une guerre importante entre l'Iran et Israël dans la région, pour impliquer les États-Unis et éviter un retour arrière des Américains, puisqu'ils disent que c'est Biden maintenant qui a eu l'ensemble des voix ou la majorité des voix et qui est élu. Donc après le 20 janvier, ce serait Biden qui prend le pouvoir. Et donc, qui a lui-même affirmé à plusieurs reprises qu'il va retourner à l'accord à l'accord du nucléaire, en fait, iranien. Donc, on pourrait penser que Israël essaye par tous les moyens de créer une situation de non-retour pour que
il n'y ait pas que cet accord n'ait plus lieu complètement, définitivement, et que Biden ne puisse pas revenir en arrière dans cette situation s'il a créé suffisamment de tensions entre l'Iran et les États-Unis. Donc ça, c'est aussi une des hypothèses, on pourrait dire, qui étaient visées à travers cet assassinat. Pour revenir aux élections américaines, alors bien sûr maintenant les médias officiels disent que de toute façon c'est Biden qui a gagné et qu'aujourd'hui ils roulent sur le fait que c'est Biden qui a gagné les élections. Trump continue à nier cette victoire, à parler de sa victoire volée et continue aussi des procès et puis continue à mener des procès contre des fraudes au niveau des élections qui auraient été faites et il y aurait eu des preuves et des dossiers importants justement qui prouvent tout un tas de fraudes qui auraient été faits dans différents États. Oui, alors justement à ce sujet, peut-être plus d'informations là-dessus. Voilà, ben bien sûr, c'est pas parce qu'il y a des recours que ces recours vont aboutir de manière favorable aux visées de Trump, mais ces recours ils sont à différents niveaux. Et c'est Idriss Aberkan, moi je trouve, qui a fait la meilleure vidéo en français sur le sujet récemment, où il fait intervenir un normalien spécialiste de philosophie qui a vraiment étudié de très très près toutes ces procédures et qui a étudié un petit peu les différentes entreprises aussi qui permettent, qui proposent des solutions de vote électronique ou de vote par correspondance, parce que c'est vrai que c'est peut-être la première élection occidentale, je crois, celle-ci, où le vote à distance a été utilisé de manière aussi massive. Donc la crise du coronavirus est passée par là, et ceci expliquant cela. Mais c'est vrai que je pense que tout le monde se rend bien compte que pour trafiquer des votes, trafiquer des votes par correspondance, c'est à la limite plus facile que trafiquer des votes dans une, comment on appelle ça, dans un bureau de vote. À l'urne directement. Voilà. Donc le temps nous dira peut-être qui avait tort, qui avait raison. Ouais. Les procédures de justice, on peut leur faire confiance jusqu'à un certain point, on le sait, il y a pas mal d'affaires de justice où malheureusement c'est pas forcément la justice qui a été clamée, mais plutôt l'intérêt le plus fort qui a gagné le procès. Donc on verra bien. En tout cas, je note que Joe Biden s'est cassé le pied en promenant son chien. Ce qui accrédite la thèse d'une personne un petit peu sénile, une thèse accréditée par plusieurs personnes. En fait, pour ceci dit, moi je voudrais pas dire la démocratie américaine, parlons-en, c'est la démocratie américaine comme européenne. Ces pays qui prétendent être les plus démocratiques du monde et qui prétendent pouvoir enseigner la démocratie aux pays du Sud, à nos pays notamment, vous voyez quand même comment se pratique je dirais pas la barbarie, mais enfin le brigandisme en fait. C'est vraiment dans ces dites élections et c'est quelque chose d'absolument innommable et loin du peuple et loin de tout ce qui est règle prônée pour le minimum de démocratie. Oui, c'est-à-dire que c'est toujours le double standard, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, etc. Parce que c'est vrai que les États-Unis sont les donneurs de leçons dans le monde entier. Oui. Démocratie. Et pas seulement, c'est au nom de cette démocratie que tous les crimes ont été commis quand même. Il faut croire et il faut savoir quand même que depuis la création de cet État démocratique, entre beaucoup de guillemets, que des millions de morts et d'handicapés et de destruction ont été faites, soi-disant, au nom de la démocratie, dans tous les pays du Sud, dans tous les pays du monde, depuis le Vietnam, en passant par la Corée, la Syrie, l'Irak, etc. Et d'ailleurs,
je voudrais dire quand même là, aujourd'hui, le Daily Telegraph, en fait, fait état aussi de la participation réelle d'Israël avec, aux côtés des terroristes qui ont sévi en Syrie, dans son journal d'aujourd'hui ou d'hier, non d'aujourd'hui, de ce matin. Et bon, ça montre quoi? Ça montre quand même que effectivement, ça ne va pas reconstruire la Syrie, ça ne va pas permettre aux morts de revivre, hein, mais reconnaître ça maintenant, ça montre aussi que le Daily Telegraph, il veut se faire bonne conscience, alors que pendant des années, ils ont menti alors qu'ils savaient la réalité. Et ça, c'est le cas de tous les médias mainstream, ce qui était aussi le cas pour la guerre, l'agression contre l'Irak, où même Blair a dit « Ah oui, on s'est trompé, il n'y a pas d'armes de destruction massive en Irak ». Mais 1,5 million de morts irakiens, la destruction de l'Irak, la destruction de son économie, de son peuple, l'exil, les gens qui ont été tués, etc. C'est quoi? C'est du barbarisme, c'est du grand banditisme, c'est du barbarisme. Si on met ça à l'échelle d'un citoyen, quelqu'un qui vient chez vous et qui viole votre femme, qui tue votre gosse et tout, et puis ah non mais parce que on pensait que vous cachiez des armes et puis après ah mais non mais on s'est trompé. Bon allez au revoir. Bah oui. C'est du n'importe quoi. C'est justement c'est ça cette impunité totale doit cesser. Et donc là, il faut quand même que le monde entier, le monde libre, les peuples se décident à exiger des comptes de tous ces assassins qui tuent et détruisent des pays pour s'amuser, en fin de compte. Pour s'amuser, pour s'enrichir, pour étendre leur ombre sur le monde. En fait. Voilà. Et pour étendre leur pouvoir sur le monde. Et il est vraiment important de saisir cette dimension. Alors on va essayer d'accélérer un petit peu parce qu'on a abordé à peine la moitié des points qu'on souhaitait aborder et il nous reste plus qu'un quart d'heure. Alors, par rapport à la Syrie, tu parlais des nominations qui ont été faites au niveau du ministère des Affaires étrangères suite au décès de l'ancien ministre des Affaires étrangères. Voilà, donc de toute façon, le nouveau ministre des Affaires étrangères syrien, c'est Dr Faisal El-Mokdad, qui était vice-ministre, et puis le vice-ministre des Affaires étrangères, c'est notre ex-ambassadeur maintenant qui était à l'ONU, permanent à l'ONU, un grand ambassadeur, et en fait qui est Bachar El-Jafari. Alors ça c'est un point important. Celui qui le remplace c'est Monsieur Sabbar, à l'ONU, donc à l'ONU en permanence. Là, je passe effectivement rapidement sur le fait que les négociations, en fait, une nouvelle session des rencontres de Genève a lieu entre les Syriens, en fait, le groupe qui est soutenu par le pouvoir syrien et le groupe qui est soutenu ou qui s'appelle, qui se fait appeler opposition. Qui contient à la fois des opposants, mais aussi des gens qui sont vraiment liés à l'étranger, comme des gens qui sont liés à la Turquie et à Riyad, en fait, les frères musulmans. Mais en fait, bon, donc c'est pour parler, ces discussions ont commencé le 30 aussi. Le 30 novembre. Le 30 novembre. La première session, le premier jour, ça a été en fait le débat qui a été apporté par le groupe soutenu par l'État syrien et se mettre d'accord sur le fait d'œuvrer tous ensemble et pour le bien de tout le monde et du pays pour accélérer le retour de tous les réfugiés syriens qui sont à l'étranger, donc en Syrie. Et aussi exiger la levée des sanctions, sanctions entre guillemets, et donc cesser l'embargo et briser l'encerclement de la Syrie sur tous les plans, ce qui permettra à l'économie de redémarrer, ça permettra à la Syrie de reconstruire et remonter
son économie de manière à ce que tout le monde puisse revenir au pays et vivre tranquillement et vivre ensemble Mhm. et puis construire effectivement le pouvoir et l'État qu'il vaudrait construire tous ensemble. D'accord. Voilà, et jusqu'à maintenant, je n'ai pas d'écho de la réaction de l'opposition, mais c'est ça le débat qui a été porté à cette réunion. Je voudrais dire que la Russie, par la voix de euh, euh, comment elle s'appelle, hein, euh, euh, par la voix de sa vice-ministre des Affaires, la porte-parole des Affaires étrangères, donc qui appelle tout le monde, les deux parties, à effectivement œuvrer pour qu'il y ait un accord réellement qui puisse permettre le retour des réfugiés syriens. Zakharova. Donc c'est Madame Zakharova qui a appelé, par la voix de Madame Zakharova, la Russie appelle effectivement à toutes les parties à faire des efforts dans le sens de l'unité dans ce sens. Voilà. Très bien. Alors il y a également eu une assemblée générale à l'ONU qui a condamné l'occupation israélienne du Golan, qui a rappelé en fait la décision de 1980, la décision numéro 497, et qui a exigé le retrait immédiat du Golan par les forces israéliennes et la cessation du pillage des ressources du Golan. Effectivement, alors la réunion qui a eu lieu, elle a eu lieu hier ou avant-hier, cette réunion de l'ONU, donc qui a effectivement voté donc 88 voix pour et 8 voix contre seulement et 62 abstentions. Ces décisions, effectivement, de sommer Israël à se retirer du Golan, qui est et reste syrien, et à respecter donc se retirer jusqu'aux frontières de 67. juin 67, donc avant la guerre des 6 jours, et puis de respecter donc les règles et d'arrêter de piller les ressources syriennes du Golan, qui sont très importantes, notamment l'eau, le pétrole, et puis d'arrêter aussi d'opprimer la population du Golan en les empêchant de travailler leur culture et leurs terres, etc. Donc on peut faire remarquer quand même que ça fait 53 ans que l'ONU n'est pas d'accord avec Israël, mais qu'elle ne bouge pas le petit doigt pour lui forcer le bras, entre guillemets, quoi. Donc, non, mais en fait, ça vient quand même une réponse très importante et percutante aux décisions de Trump et aux déclarations de Trump que le Golan doit être annexé à Israël et que le Golan doit être israélien. Et puis la visite de Pompeo au Golan est une violation de toutes les règles internationales. Et là, l'Assemblée générale de l'ONU a pratiquement pris position contre ça aussi, de fait. Le fait de réaffirmer que le Golan est syrien. Je ne veux pas minimiser, c'est pas l'histoire je veux pas minimiser la portée symbolique et l'importance du droit international. Je voulais juste mettre en perspective que la politique du fait accompli, la loi du plus fort, reste malheureusement en géopolitique prépondérante par rapport au symbolisme et aux décisions de l'ONU, quoi. Bien sûr, moi je pense que c'est une victoire sur laquelle il faut construire quand même autre chose, parce que c'est pas l'ONU qui va faire appliquer effectivement le droit international. C'est toujours les rapports de force qui jouent. C'est important de le voir. Je suis d'accord avec toi, Raphaël. Ok, on va enchaîner sur le retrait turc du nord de la Syrie. Des 4 ou 5 points de surveillance où ils étaient positionnés depuis, ça fait 1 an je crois, depuis l'accord avec la Russie en fait. En fait, effectivement, depuis Astana, le Astana 13, en fait, ils se sont effectivement positionnés, ils sont rentrés, et puis là, donc, ils se sont retirés du point
Mourek, qui est au nord de Hama. La dernière fois, on en avait parlé, et puis de 2 autres points. Maintenant, il se retire de 5 autres points qui sont au nord de la M4, au nord de la M4 et au sud de la M4. On peut penser L'autoroute que M4. voilà, bon, de toute façon, ces points de surveillance, ils ont été encerclés par l'armée syrienne. Ils sont là, ils sont devenus complètement qui ne pouvaient pas tellement agir, je dirais. Et puis, il est certain que après les bombardements récents russes et syriens contre les quartiers généraux des terroristes qui sont appuyés par la Turquie, et puis le décès de nombreux, de plusieurs dirigeants des terroristes de Ahrar al-Sham, et puis du Turkménistan, de l'armée du Turkestan, etc. Certains de Daesh aussi. Donc après ces décès, ces morts, ben, ils ont commencé à se tuer entre eux pour partager les butins. Et et puis bon, il est important de voir qu'il y a une pression russe aussi sur la Turquie par le biais justement de l'ensemble des actions turques qui sont là faites pour provoquer la Russie, aussi bien des actions en Azerbaïdjan qui se sont passées au Karabakh, en fait, face à l'Arménie, où il y avait les Turcs qui participaient aux côtés des Azerbaïdjanais avec des Israéliens. Et avec des mercenaires syriens. Et les mercenaires syriens qu'ils ont transportés par force ou par volonté, je ne sais pas, mais de la Syrie vers le Karabakh, et ça a été aussi dénoncé par Lavrov. De la même manière, le déplacement des terroristes de la Syrie vers la Libye aussi, où ils sont aussi face à la Russie. Donc là, tout ceci est fait pour provoquer, je dirais, la colère de la Russie. Et puis, mais malgré ça, si je peux me permettre, Aïssar, malgré ça, il y a quand même eu la signature d'un cessez-le-feu total le 10 novembre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et on sait à quel point l'Azerbaïdjan est, entre guillemets, je ne vais pas dire manipulé et contrôlé, mais quand même de cheville avec la Turquie. Donc du coup, c'était quand même une victoire pour la Russie quand même. Et sous l'égide de la Russie. Voilà, c'est ça, sous l'égide de la Russie. On va enchaîner avec le tremblement de terre qui a eu lieu à Asaké récemment. Un tremblement de terre qui a été mesuré à 5 sur l'échelle de Richter et qui s'est fait ressentir également au sud-est de la Turquie. Je passe rapidement, hein, Essar, je suis désolé parce qu'il nous reste moins de 5 minutes. Et c'était pas forcément sur ce point-là que je voulais t'entendre, peut-être sur le suivant. Donc il y a une grande campagne de reboisement en ce moment en Syrie. On sait, notamment du côté du gouvernorat de l'attaquer, puisqu'on sait qu'il y a eu pas mal d'incendies, on l'a largement évoqué ce sujet dans les précédents CITREP. Et donc est-ce que tu peux nous parler de cette campagne de reboisement et qu'est-ce qu'elle a de particulier? Alors la campagne de reboisement, en fait, elle a commencé effectivement tout de suite après les incendies, où il y a eu des grands tracteurs qui ont participé à remettre le sol, etc. Et campagne de reboisement auquel ont participé les jeunes, mais là participent à cette campagne de reboisement dans le nord de l'Ataquié les jeunes sportifs, les sportifs olympiques en fait, handicapés. Donc ça c'est un point qui est très très important. Je voudrais quand même ajouter que pour nous Noël c'est la fête des arbres. Donc à l'occasion de ces mois de décembre et des fêtes de fin d'année, on a systématiquement une campagne de reboisement des forêts et de reboisement en général. Que en même temps aussi dans toutes les églises on a commencé à mettre en place des crèches importantes et
dans la ville de Yalde, qui est à côté de Damas. Il y a une crèche importante qui s'étale sur 50 mètres carrés. Oui. Voilà. Et puis dans d'autres villes où donc il y a systématiquement comment dire, les rituels de Noël sont très importants en Syrie, auxquels participent tous les habitants, chrétiens et musulmans, pour célébrer la naissance du Christ et puis l'ensemble du rituel. Donc ça, c'est vraiment très, très important. J'espère que nous arriverons à vous transmettre aussi quelques vidéos là-dessus après, dans le prochain site web, certainement. Oui, c'est important de montrer des célébrations comme ça, où les chrétiens et les musulmans sont ensemble. Absolument, tout à fait. Alors, on va parler également du... Oui. On va parler également du marathon à vélo, là, qui a eu lieu récemment. Un marathon réservé à des personnes handicapées. Alors pourquoi est-ce que c'est aussi important, le sujet des handicapés en Syrie? Parce que d'abord, les handicapés, il y en a eu beaucoup par l'effet de cette guerre féroce qui s'est déchaînée contre les Syriens. Et parce que aussi, le Syrien ne se laisse jamais abattre, hein, et il est toujours en train de défier le monde, mais pour la vie. Et nous sommes tellement animés par un amour de la vie que la plupart, tous les blessés de guerre, ils entament une nouvelle vie plutôt qu'une vie où ils se meurent peu à peu et ils attendent la fin. C'est plutôt une vie nouvelle où ils commencent à étudier, ils font des métiers nouveaux, où ils s'adaptent. Ils créent aussi leurs entreprises, ils agissent socialement, ils s'entraident, etc. Donc, les handicapés, pour nous, ne sont pas handicapés, ce sont des gens qui redémarrent de zéro une vie nouvelle. Et pour eux, pour nous, c'est très, très important de faire valoir et encourager et surtout soutenir moralement, mais aussi monétairement, financièrement et physiquement. Voilà. Je dois dire que c'est quelque chose. L'État syrien le fait au maximum. C'est ça aussi. L'État les soutient au maximum et soutient toutes ces initiatives, par les différentes, aussi bien l'État, aussi bien les différentes associations qui se sont créées à cet effet en Syrie. C'est vrai que c'est quelque chose qui restera gravé toute ma vie dans ma mémoire. Quand j'ai eu l'occasion de visiter à Damas un hôpital qui était spécialisé, je crois, donc dans l'accueil et le soin pour les paraplégiques et hémiplégiques, les soldats de guerre. Ça m'a beaucoup marqué. C'est vrai que c'est très impressionnant. Je n'ai rien filmé dans mon film que j'ai sorti quelques temps après, Voyage au pays de Bachar, dans mon documentaire. Je n'ai pas montré d'image parce que les gens sont dans l'intimité. C'est vrai que ça m'avait surpris positivement aussi de voir à quel point le nombre de lits auprès desquels il y avait la maman. Plus souvent c'était la maman, mais ça pouvait être d'autres personnes de la famille, mais le plus souvent c'était la maman. Et je pense pas du tout que c'était c'était une mise en scène parce que nous on visitait l'hôpital. Non, je pense que c'est vraiment quelque chose, effectivement, la famille est là pour soutenir, et c'est quelque chose de très important et de très fort en Syrie. Absolument, absolument, c'est ça. On va terminer ce site rep en faisant un petit bilan du Covid-19. Oui, alors le bilan du Covid-19, c'était en fait tout simplement, il y a au jour d'aujourd'hui. Alors bon, je peux dire quand même, il n'y a pas de confinement, il n'y a pas de resto fermé, il n'y a pas de vie d'enfermement comme on le vit en Europe. Il y a 8100, je ne sais plus. 8147, tu m'as dit. Voilà, 8147 cas positifs qui ont été enregistrés. Il y a 3748 guérisons. Voilà. Et puis 432 morts. 432 morts. Parce que moi, j'ai plus les chiffres, je te l'ai dit. Ouais, bon, tu me les avais donnés donc il faut dire aussi, il y a juste des des conseils
pour faire attention, des conseils systématiques pour garder les distances et pour garder le masque si les gens veulent, ou surtout dans les endroits exigus, etc. Mais on considère que le peuple est adulte, hein, que les gens sont adultes, qu'ils gèrent eux-mêmes leur propre santé, et de ce fait, effectivement, il n'y a pas énormément de cas. Et donc, et les gens gardent le moral, et ils sont très bien, ce qui tranche beaucoup avec cet état de confinement permanent qui a lieu en France et dans les pays européens, qui vise plutôt à tuer les gens, le moral des gens, et ça fait le moral de tout le monde, plutôt que de les guérir. C'est vrai qu'on vit une situation très très bizarre en Occident en ce moment, Ouais. qui fait penser pas mal à certains, j'allais dire mauvais romans de science-fiction. C'est pas mauvais parce que non, au contraire, c'est des très bons romans de science-fiction, mais qui font peur en fait, comme 1984, Le meilleur des mondes, et puis des films comme Bienvenue à Gattaca et d'autres. C'est assez inquiétant ce qu'on est en train de vivre. Et donc on verra à l'issue, mais je note quand même que l'opposition en France, par exemple, à la vaccination est importante. Les gens réfléchissent, beaucoup de gens réfléchissent, et donc oui, ça commence parce que le futur n'est pas encore écrit, quoi. Absolument, absolument. De toute façon, le futur est au peuple. Je peux dire. Sur ces belles paroles, Aïssa, ouais. Je te remercie pour ton témoignage et pour cette interview. Je te remercie aussi, Raphaël, pour ta participation aussi à ce témoignage. Et donc on se donne rendez-vous dans 2 semaines, juste avant la période des fêtes de Noël. Absolument, je vous souhaite, peut-être bonne fête, mais bonne préparation. Voilà. Voilà. Et gardez le moral. C'est important, très important. Tout à fait. Voilà. Salut Aïssa, à bientôt. Salut, à bientôt, Raphaël. Thank you.